Si on voit que un président est élu et qu'il y a un grand enthousiasme tout à coup pour cette élection, mais que quelques mois après, déjà la désillusion est là et que en réalité plus personne ne croit qu'il pourra réussir à faire ce qu'il a proposé, on doit quand même, quand ça se répète, de présidence en présidence, de gouvernement en gouvernement, et que c'est partout pareil dans le monde, on doit quand même se dire, mais peut-être que on a mal conçu certaines notions, notamment la notion du pouvoir exécutif. Lorsqu'on dit à la façon des libéraux, il faudrait moins d'État, c'est avec une conception de la liberté économique, hein, qui elle-même fait de grands ravages. Soit on fait moins d'État, soit on fait davantage d'État. Est-ce qu'il y a encore une autre voie que celle-là qui nous est présentée habituellement? Considère l'État, quand on dit il faut moins d'État ou il faut plus d'État, on a toujours la même conception de l'État derrière ça. Je crois qu'il faut tout simplement venir interroger qu'est-ce que c'est que l'État. L'État a-t-il un rôle exécutif? Si oui, dans quel domaine? Est-ce que c'est pour tous les domaines? Ou bien est-ce qu'il y a des tâches qui ne relèvent pas de l'État? Je voudrais pas dire qu'il ne relève pas de l'État, parce que là, ça introduit une confusion. Qui ne relève pas d'un gouvernement qu'on appellerait unitaire. Qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement unitaire? C'est une chose qui fait partie des fondements de la démocratie. Un gouvernement unitaire, c'est au fond lorsque on a un ministre par problème qui apparaît dans la société et que l'on s'attend à ce que le ministre qui est nommé pour ce problème-là résolve ce problème. Ça veut dire qu'on fait passer les choses par le haut de la pyramide et l'on croit que ça va à ce moment-là ruisseler jusqu'en bas. On pourra prendre, et on le fera, beaucoup d'exemples qui montrent que, au fond, ça ne marche pas et qu'à chaque fois, il faut faire une nouvelle réforme et que la nouvelle réforme ne va pas forcément améliorer la situation. Il y a bien des cas où ça aggrave la situation. Et dans le fond, quand on observe quelles sont des attentes souvent exprimées sous forme de revendications, en quelque sorte, quand un problème apparaît, ces revendications sont formulées et adressées au gouvernement. Et ceux et celles qui souhaiteraient voir s'améliorer une situation, inconsciemment, certes, sont en train de reproduire le même schéma de pensée, à savoir à considérer à nouveau que la seule voie finalement à terme pour solutionner ce problème, la seule solution, c'est ce qui va ruisseler des hauteurs du gouvernement. Oui. Pour peu qu'ils se saisissent enfin de la chose. Et c'est ça la 6e République et la 7e République comme la 5e. Quand tu évoques qu'il y a des choses que nous pourrions prendre en charge, nous civiliens, qui sont aujourd'hui prises en charge par le gouvernement central, je me fais un peu l'avocat du diable, bien sûr, mais n'est-ce pas déjà le cas que, dans une assez large mesure, quand on regarde les associations qui se développent, qui se créent, les associations loi 1901, les associations sans but lucratif, les fondations, enfin, les ONG, etc., est-ce qu'il n'y a pas déjà, dans une assez large mesure, et peut-être dans une mesure suffisante, point d'interrogation, une prise en charge citoyenne d'un ensemble de processus? L'écologie est apparue, vraiment est devenue une question qui était partagée par un certain nombre de personnes dans la société à la fin des années 60 et beaucoup dans les années 70. Mais regardons le nombre d'années, il y a 50 ans, on va dire. 50 ans pour faire avancer une question et on est encore loin d'avoir atteint le stade qu'il faudrait, c'est énorme. Pourquoi faut-il tant de temps? Pourtant, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises dans le domaine de l'écologie et notamment dans le domaine de l'agriculture, mais pour faire changer les réglementations, quelle bataille! Et même quelle lutte pour empêcher que de nouvelles réglementations ne viennent permettre que ce qu'on a essayé d'évincer par un côté rentre de nouveau par la fenêtre, pour employer une expression.
cette vie associative ne suffit pas. Disons, la vie associative, on peut dire que c'est ce qui agit au niveau méso-social, comme les entreprises aussi. Il faut pouvoir aller aussi au niveau macro-social. Et la meilleure façon de le faire, c'est justement de faire descendre le macro-social au sein de la société civile, pour faire en sorte que les citoyens puissent eux-mêmes développer les initiatives et de le faire en suivant certaines règles qui sont justement ce que l'on peut appeler l'État. Car en fait, l'État, c'est essentiellement la législation. Et l'exécutif, c'est au fond les civiliens qui doivent le faire. Si je prends le cas de l'éducation, par exemple, si on s'aperçoit que selon l'évolution de la société, de nouvelles générations aujourd'hui, il serait nécessaire de donner de nouvelles orientations à des contenus de formation sur le plan pédagogique, peut-être même différencier selon les enfants eux-mêmes, selon leurs besoins spécifiques. Parfois, les besoins des territoires ne sont pas les mêmes. Je pense par exemple à la situation de certains quartiers de Bruxelles qui est très différente de certaines régions rurales. On n'a vraiment pas affaire nécessairement aux mêmes besoins. Si on veut introduire certaines modifications et que l'on passe à nouveau par l'exécutif, c'est un gros bateau et ça peut prendre 5 ans au minimum, mais souvent c'est plutôt 10 ans, voire davantage, avant d'avoir pu tenter de nouvelles expériences. Et encore, ces expériences, il faudra les tenter sur tout le territoire, alors que c'est peut-être sur une partie particulière du territoire que se pose une certaine question et qu'il vaudrait mieux commencer par cette partie-là en particulier. Donc, si je comprends bien, voilà une façon peut-être de faire descendre du macro vers le méso, s'il y avait une possibilité d'autonomie accrue, mais néanmoins en respectant certaines règles. Certaines règles, par exemple, qui assurent que tous les enfants ont un accès d'un territoire donné à ce type d'enseignement, qu'il n'y a pas lieu de considérer que l'enseignement soit l'équivalent d'une marchandise ou que sais-je. Il y a un certain nombre de règles qui seraient valables partout sur tout le territoire, mais il peut y avoir une différenciation qui n'est possible que si on se détache du gros bateau, si je puis dire, c'est l'image, qu'est l'exécutif, si tout est centralisé dans une structure unique. Tu as évoqué le fait que, par exemple, une mesure serait prise à ce moment-là pour tout le territoire et non pas pour un territoire particulier comme un quartier de Bruxelles. Je crois que c'est intéressant de regarder que le problème de vouloir un système général imposé d'en haut, ça permet aussi de généraliser l'erreur. Ça veut dire que, et là on pourrait prendre beaucoup d'exemples dans le domaine de l'éducation, où de graves erreurs de conception au niveau des méthodes d'enseignement ont été introduites. Elles ont, disons, des générations pendant une dizaine d'années les ont subies, puis après on a fait machine arrière. Parce qu'on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas et ça créait même quelquefois des dysfonctionnements chez les élèves. Donc, le problème aussi de vouloir, peut-être avec de très bonnes intentions, d'égalité ou de soi-disant égalité, etc., on se rend compte que c'est la meilleure façon de généraliser une erreur. On peut très bien imaginer un autre fonctionnement qui consisterait à dire que chaque organisme de santé s'occupe de prévoir ce qu'il faudrait en cas d'épidémie. Donc tel hôpital, tel dispensaire, telle clinique, etc. Vous avez l'obligation de prévoir jusque dans les détails ce qu'il faudrait faire et d'avoir les outils et le matériel nécessaire pour faire face à une épidémie. Si un hôpital n'avait pas fait ce qu'il faut, on aurait une erreur ponctuelle à un endroit. Mais on n'aurait pas une généralisation sur tout le territoire français. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut aborder la loi autrement à partir de ce moment-là. C'est de dire aux civiliens, aux acteurs de la société civile, dans ce cas-là, ceux de la santé,
de leur dire, vous avez à prévoir. On leur donne la règle, leur donne l'obligation de le faire. Elle ne leur dit pas comment le faire, elle ne dit pas nous allons le faire pour vous, elle les met en situation où ils doivent eux-mêmes le faire. Et si on adjoint aux organismes de service public des organisations non gouvernementales, des associations d'utilisateurs, etc., qui font partie, par exemple, du conseil d'administration de l'hôpital, alors ces organisations non gouvernementales, ces associations vont se préoccuper, mais est-ce que en interne à l'hôpital, vous avez bien prévu telle et telle chose en cas d'épidémie? Et on verra à ce moment-là que le fonctionnement va être dynamisé parce que les gens seront responsables eux-mêmes. Si cette exigence existe, mais pas une exigence quant au comment le faire, simplement au fait que ça doit être fait, ils vont rentrer en dialogue, ils vont commencer aussi à essayer de voir comment ils peuvent mutualiser des moyens. Bien sûr. Chaque hôpital ne va peut-être pas s'occuper, jusque dans le moindre détail, de disposer d'un stock de masques, prenons cet exemple, mais plusieurs hôpitaux vont se coordonner pour créer la structure ad hoc sur un territoire donné, par exemple. Donc il y a quelque chose qui commence à émerger même à un niveau qui est au-delà du niveau de la seule entreprise, dans le sens large du terme. Les entreprises, dans le sens large du terme, plusieurs hôpitaux commencent à dialoguer, à se coordonner. Et finalement, il y a quelque chose qui apparaît qui n'est plus seulement le niveau que tu appelais tout à l'heure méso, mais qui est déjà du niveau un peu plus macro. On voit un autre macro social qui n'est pas impulsé par le haut, qui ne régente pas les choses par le haut, mais qui naîtrait de par la construction même des acteurs de la société civile. On verrait émerger des organes de coordination qui seraient gérés par la société civile elle-même, dans laquelle sont inclus des associations d'utilisateurs, encore une fois, des organisations qui font attention à l'environnement, par exemple. Donc on pourrait avoir une dynamique de tous les acteurs de la société civile avec les différentes questions concernées par le thème qui serait dans ce cas-là, par exemple, une pandémie. Et on verrait à ce moment-là les choses trouver leur développement au niveau mezzo et en même temps macro-social, sans avoir un gouvernement central. Tu n'es pas en train de prétendre, et moi non plus, que tout d'un coup de baguette magique, s'il y a de telles démarches civiliennes qui se mettent en place, tous les problèmes du monde sont réglés. C'est pas de ça qu'il s'agit, hein, soyons bien clair. Mais en tous les cas, on ne se retrouve pas dans une dynamique d'inertie, notamment, qui est celle que tu as décrite tout à l'heure. Dans les structures centralisées, on est dans une dynamique d'inertie qui peut vraiment produire des dommages qui peuvent être plus ou moins graves à la société. Ça amène deux notions. La première, c'est la notion d'évolutivité, c'est-à-dire lancer des processus qui soient évolutifs et qui s'améliorent au fur et à mesure. Et plus nous travaillons de cette façon à partir des initiatives civiliennes, plus nous avons la possibilité, parce que les organismes seront de taille réduite, nous avons la possibilité de corriger les erreurs. Et la deuxième chose que cette notion introduit, c'est le fait de comment enclencher un passage entre ce qui existe maintenant, avec un gouvernement central, un gouvernement exécutif, un pouvoir exécutif qui serait entre les mains de la société civile. Comment enclencher ce passage? C'est la notion du droit à l'expérimentation.